Et si la plus grande menace économique de l'Europe venait de ses propres choix? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'Europe panique. Les assureurs refusent soudainement de payer plus de 25 milliards de dollars de pertes, laissant tout un continent en état de choc. Derrière ce chaos, une question dérangeante. Comment en est-on arrivé là? Tout a commencé avec les sanctions massives contre la Russie. Pensées pour affaiblir Moscou, elles sont en train de se retourner contre les entreprises européennes. Les géants de l'assurance, censés protéger contre les imprévus, se retrouvent eux-mêmes au bord du gouffre. La crise du secteur aérien est loin d'être un incident isolé. C'est la partie émergée de l'iceberg. En coulisses, ce sont des milliards d'euros et des milliers d'emplois qui sont désormais en jeu. Les compagnies aériennes réclament des sommes colossales pour compenser la perte de centaines d'avions, mais les assureurs refusent catégoriquement de payer. Le risque est immense. Si les assureurs tombent, c'est tout le secteur financier européen qui vacille. Les industriels s'inquiètent déjà d'un effondrement en cascade, d'une perte totale de confiance dans le système et, à terme, d'un appauvrissement généralisé des populations. La crédibilité économique de l'Europe est-elle en train de s'effondrer sous le poids de ses propres décisions? Pour comprendre comment l'Europe a pu se piéger elle-même dans cette crise sans précédent, il faut revenir au tout début du scandale. Regardons ensemble comment une simple décision politique a pu déclencher ce mécanisme infernal. Tout commence dans les salles dorées de Strasbourg et de Bruxelles, là où les ambitions politiques de l'Europe prennent forme. Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, les dirigeants européens imaginent un plan radical, couper la Russie de ses propres ailes, littéralement. Leur objectif? Asphyxier le pays en frappant son système de transport aérien, vital pour une économie aussi vaste que la Russie. Première manœuvre. L'Europe exige le retour immédiat de plus de 520 avions, Boeing et Airbus, exploités par des compagnies russes. Ces appareils, en grande majorité loués auprès de firmes occidentales, doivent être restitués dans un délai record. L'idée paraît imparable. Sans avions, une nation aussi immense perd sa mobilité, ses échanges commerciaux et sa connexion au reste du monde. Pour verrouiller la stratégie, les Bermudes et l'Irlande, où sont immatriculés la plupart de ces avions, annulent les certificats de navigabilité. En quelques jours, plus aucun appareil de fabrication occidentale ne doit pouvoir décoller en Russie. Du point de vue du droit international, ces avions sont désormais considérés comme des carcasses de métal, inutilisables, et leur exploitation devient illégale. Les panneaux d'affichage des aéroports russes menacent soudain de s'éteindre. Les analystes européens s'attendent déjà à voir des pistes désertes, des chaînes logistiques coupées, une économie paralysée. La Russie, pense-t-il, n'aura d'autre choix que de plier sous la pression et de négocier. Mais derrière l'arrogance de ce plan, un immense risque plane pour toute l'Europe. Si le coup porte, c'est la Russie qui s'effondre économiquement. Mais si le plan échoue, c'est la crédibilité et la stabilité industrielle de l'Europe qui vacillent, exposant au grand jour sa propre vulnérabilité. Ce que Bruxelles n'a pas anticipé, c'est la capacité de Moscou à réécrire les règles du jeu. Car, sur ce front aérien, la suite des événements va retourner la situation. La réaction de Moscou face à cette offensive européenne ne va pas seulement surprendre, elle va bouleverser tous les pronostics. Voyons comment la Russie a su retourner la partie à son avantage. La riposte de la Russie bouleverse totalement la situation et personne ne l'avait vu venir. Moscou décide de placer toute la flotte aérienne concernée sous sa propre juridiction. En quelques jours, les avions sont inscrits au registre national russe, rendant leur exploitation possible sur le territoire sans dépendre des certificats étrangers. Certes, 78 appareils sont saisis à l'étranger, immobilisés brutalement sur les tarmacs occidentaux. Mais l'immense majorité des avions reste en Russie et continue de voler, garantissant la continuité du transport intérieur et désamorçant la paralysie espérée par l'Europe. La réaction européenne est immédiate et virulente. Bruxelles crie au scandale, évoquant une violation flagrante des règles internationales de l'aviation. Pourtant, la Russie invoque la primauté de son droit national. Puisqu'il y a rupture unilatérale des contrats par l'Occident, elle s'autorise à réécrire les règles du jeu sur son propre sol. Pour la première fois, l'arme économique se retourne contre l'Europe elle-même. Là où Bruxelles voulait étrangler le secteur aérien russe, c'est désormais le secteur financier européen qui se retrouve en première ligne, exposé à des pertes gigantesques. La crédibilité de l'Europe vacille. D'agresseur sûr de lui, le vieux continent devient la proie d'une tempête qu'il a lui-même déclenchée. Sa position de force se transforme en vulnérabilité. La réputation de fiabilité des institutions européennes et la sécurité du secteur financier sont remises en cause, menaçant jusqu'à la stabilité économique de toute la région.
Mais l'engrenage ne fait que commencer, car la vague de choc atteint bientôt le secteur de l'assurance, et là le véritable effet domino s'enclenche, menaçant tout l'édifice financier européen. Ce qui n'était qu'une manœuvre géopolitique devient un gouffre financier sans fond. À présent, la tempête s'abat sur les tribunaux européens. Les sociétés de leasing exigent des assureurs le remboursement de plus de 25 milliards de dollars. Jamais le secteur n'avait fait face à des demandes d'indemnisation d'une telle ampleur, mais les compagnies d'assurance, acculées, refusent de payer. Leur argument ? La force majeure. Selon elles, les contrats n'étaient pas conçus pour couvrir le risque d'une guerre économique déclenchée par des sanctions politiques. Cette bataille juridique s'enlise, chaque camp campant sur ses positions, et personne ne veut assumer la facture. Les procès se multiplient, menaçant de faire vaciller la stabilité financière européenne. Si les tribunaux donnaient raison aux sociétés de leasing, certaines compagnies d'assurance pourraient en sombrer, entraînant dans leur chute leurs partenaires et créant un effet domino sur tout le secteur bancaire. Le spectre d'une faillite systémique plane désormais sur l'Europe. Et pendant que la machine judiciaire s'emballe, la crise de l'énergie frappe de plein fouet l'industrie. Le prix du gaz et de l'électricité a explosé, rendant la production industrielle quasi impossible pour des pans entiers de l'économie européenne. Les entreprises du secteur de la chimie, de la métallurgie, des engrais, déjà fragilisées par la concurrence mondiale, sont frappées de plein fouet. Sous le poids des coûts, ces industries clés s'effondrent. Les usines ferment et les pertes d'emplois se comptent par dizaines de milliers. Pour survivre, de nombreuses entreprises choisissent de délocaliser leur production vers les États-Unis ou la Chine, où l'énergie reste abordable et la réglementation plus souple. L'Europe voit ainsi s'envoler ses capitaux, perdre ses parts de marché et basculer vers une récession profonde. C'est une spirale infernale. La désindustrialisation nourrit la crise sociale, la perte de compétitivité ruine des décennies d'efforts et la réputation de fiabilité économique de l'Europe s'effrite. Mais il existe un autre coup de massue encore plus insidieux. La déroute industrielle ne menace pas seulement l'économie, elle bouleverse aussi l'équilibre politique du continent. Quand on cherche à isoler, c'est parfois soi-même qu'on isole, telle est la leçon cruelle de cette crise européenne. En voulant couper toute relation avec la Russie, l'Europe s'est elle-même amputée de l'un de ses marchés les plus lucratifs. Résultat, des centaines de milliards d'euros de flux commerciaux et d'investissements se sont évaporés, mettant en difficulté des secteurs entiers de l'économie européenne. De l'autre côté, la Russie a transformé la menace en opportunité. Privée d'avions occidentaux et de pièces détachées, elle a réinvesti massivement dans sa propre industrie aérienne. De nouveaux modèles russes voient le jour, boostés par l'urgence technologique imposée par les sanctions. Pendant ce temps, les compagnies européennes voient de leurs coûts exploser. Pour contourner l'espace aérien russe, elles doivent voler beaucoup plus loin, payer plus de carburant, allonger les délais. Résultat, elles perdent leur avantage face aux compagnies turques, chinoises ou du Moyen-Orient qui n'ont pas ces restrictions. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Cette désindustrialisation accélérée n'est pas due à une avancée technologique, mais bien à une série de décisions politiques mal calibrées. Des milliers d'emplois qualifiés disparaissent. La confiance des investisseurs s'érode. L'Europe perd peu à peu sa souveraineté industrielle, sa capacité à rivaliser sur la scène mondiale. Autrefois leader, l'Europe risque aujourd'hui de devenir simple spectatrice, marginalisée au profit de ceux qu'elle voulait punir. La morale est brutale. En croyant affaiblir son adversaire, elle s'est prise à son propre piège. Mais alors, face à ce fiasco, que peut faire un citoyen européen ? Existe-t-il une issue ou de nouveaux choix possibles ? L'Europe voulait donner une leçon à la Russie. Ironie du sort, c'est elle qui en paie aujourd'hui le prix fort. Les sanctions censées affaiblir Moscou ont déclenché un séisme dont l'impact secoue tout le continent européen, de la finance à l'industrie. Ce qui devait être un acte de morale politique s'est transformé en un véritable suicide économique. Les gouvernements ont misé sur une stratégie idéologique sans anticiper les conséquences concrètes pour leur propre population. Des milliards d'euros se sont envolés, des milliers d'emplois ont été sacrifiés et la réputation de fiabilité économique de l'Europe a été gravement entamée. La crise de l'assurance aérienne symbolise parfaitement cette débâcle. Des compagnies géantes, jadis piliers de l'économie, se retrouvent aujourd'hui au bord du gouffre, prises en otage par des décisions politiques prises à la hâte. À qui la faute ? À une vision fondée davantage sur l'émotion que sur la raison, où la volonté d'imposer sa morale a pris le dessus sur la prudence économique. Le risque est immense. Si l'on ne tire pas les leçons de cet épisode, la crise risque de s'aggraver et le niveau de vie de millions d'Européens pourrait continuer de s'effondrer.
Ne rien remettre en question, c'est accepter de voir la désindustrialisation s'accélérer et la compétitivité se dissoudre face aux géants mondiaux. Il est urgent d'ouvrir les yeux sur le coût réel de l'idéologie mal anticipée. L'histoire jugera non pas la noblesse des intentions, mais la lucidité des choix. La vigilance citoyenne n'a jamais été aussi indispensable. Chacun doit désormais s'interroger sur le sens et les conséquences des décisions prises en son nom. La véritable force d'une démocratie, c'est sa capacité à reconnaître ses erreurs et à s'adapter. Ne laissons pas le confort des certitudes nous priver d'un avenir meilleur, car l'épreuve que traverse l'Europe aujourd'hui n'est peut-être que le début d'une série de bouleversements plus profonds.